Si des gens viennent chez vous et volent votre cuisine, votre chambre, vous dites d'accord, d'accord, restez ici. Non, ce n'est pas d'accord, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien pour nous. Nous sommes un peuple libre et j'espère que nous ne céderons aucune parcelle de nos terres. Ça a été un week-end chargé pour les dirigeants du monde entier. Juste après la rencontre entre le président Trump et Vladimir Poutine, les dirigeants européens ont travaillé sans relâche pour s'assurer qu'ils sont prêts à faire face à tout ce qui a été convenu. En fait, dès que le président Trump a terminé sa rencontre avec Poutine, il a appelé le président Zelensky, puis les dirigeants des pays de l'OTAN. Et maintenant, ils vont tous rendre visite à la Maison-Blanche demain, lundi. À ce jour, il est confirmé que le Premier ministre britannique, le Premier ministre italien, le chancelier allemand, les présidents finlandais et français, le secrétaire général de l'OTAN et la présidente de la Commission européenne seront présents avec Zelensky. Ils viennent tous pour discuter du point le plus important que le président Trump et Poutine ont abordé. Et c'est le contrôle du Donbass. Poutine veut que l'Ukraine cède toute la région à la Russie, sans que la Russie ait vraiment à donner grand-chose en retour. Et voici le message que le président Zelensky a pour Poutine. La Russie n'a toujours pas réussi dans la région de Donetsk. Poutine n'a pas réussi à la prendre depuis 12 ans. Et la constitution de l'Ukraine rend impossible d'abandonner un territoire ou d'échanger des terres. Puisque la question territoriale est si importante, elle ne devrait être discutée que par les dirigeants de l'Ukraine et de la Russie, ainsi que par le trio Ukraine-États-Unis-Russie. Jusqu'à présent, la Russie ne donne aucun signe que la réunion trilatérale aura lieu. Et si la Russie refuse, alors de nouvelles sanctions doivent suivre. Maintenant, avant de discuter de la façon dont les dirigeants mondiaux réagissent à tout ce qui a été discuté entre le président Trump et Poutine, passons en revue exactement ce qui a été abordé lors de ce sommet. Selon Reuters, la Russie abandonnerait de petites poches de l'Ukraine occupée et Kiev céderait de vastes portions de ses terres orientales, que Moscou n'a pas réussi à conquérir depuis 14 ans. Voici les points clés de la proposition de paix discutée entre Poutine et Donald Trump. Lors de la réunion, Poutine a également exclu tout cessez-le-feu, tant qu'un accord global n'est pas conclu. Selon l'accord de la Russie, Kiev devrait se retirer totalement de Donetsk et Louhansk. En échange, la Russie gèlerait les lignes de front à Kherson et Zaporijia. En plus de cela, la Russie a également déclaré qu'elle rendrait de petites portions de terres ukrainiennes qu'elle occupe actuellement dans le nord de Soumy et le nord-est de Kharkiv. Et en échange, la Russie veut que l'Ukraine abandonne le contrôle d'environ 6600 km² dans le Donbass, où l'Ukraine dispose de lignes défensives très solides. Comme si cela n'était pas déjà assez choquant, Vladimir Poutine veut également que les États-Unis reconnaissent comme russes les terres ukrainiennes actuellement contrôlées par la Russie. En plus de cela, Vladimir Poutine veut également que les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies lèvent toutes les sanctions contre la Russie. En retour, Vladimir Poutine a confirmé pour la première fois accepter une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Tout cela est assez choquant, surtout quand on considère que la Russie pense être en position de faire des exigences alors que son économie est au bord de l'effondrement. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est, je dirais, leur offre d'ouverture. Donc, je suppose qu'ils pensent que ce n'est pas ce qu'ils vont obtenir, mais qu'ils auront quelque chose de ce genre après des compromis. Maintenant, regardons l'autre côté. Qu'est-ce que l'Ukraine demande et qu'est-ce que l'Ukraine considère comme sa ligne rouge ? C'est ce que le président Zelensky a déclaré ce matin lorsqu'il a rencontré la commissaire européenne et d'autres dirigeants de l'OTAN, virtuellement. Écoutons. Deuxièmement, nous avons besoin de véritables négociations, ce qui signifie qu'elles peuvent commencer là où se trouve actuellement la ligne de front. La ligne de contact est la meilleure ligne pour discuter, et les Européens soutiennent cela. Et nous remercions tout le monde. La Russie n'a toujours pas de succès dans la région de Donetsk. Poutine n'a pas réussi à la prendre depuis 12 ans et la constitution de l'Ukraine rend impossible d'abandonner du territoire ou d'échanger des terres. Maintenant, en plus de cela, Zelensky dit aussi qu'il est nécessaire que les deux pays, la Russie et l'Ukraine, conviennent d'abord d'un cessez-le-feu, puis travaillent sur un accord final. Poutine souhaite un accord final sans accepter de cesser le feu.
Après sa rencontre avec Poutine, Trump préfère travailler directement sur l'accord final car il comprend que la Russie refusera un cessez-le-feu, estimant que cela affaiblirait sa position de négociation. Si les deux pays acceptent un cessez-le-feu, cela permet simplement à l'Ukraine de renforcer ses lignes de défense existantes avec plus d'équipements, d'armes et de soldats. Cela signifie que la Russie aura plus de difficultés, après le cessez-le-feu, à gagner le terrain qu'elle est en train de prendre en ce moment. Actuellement, la Russie progresse, mais très lentement et subit en plus de lourdes pertes. Mais pour Poutine, cela lui est égal. Il veut juste prendre le plus de territoire possible. Et il sait qu'accepter un cessez-le-feu rendrait plus difficile l'atteinte de son objectif. Ainsi, il paraît que les États-Unis ont renoncé à obtenir un cessez-le-feu entre les deux pays, puis à un accord. Une concession majeure obtenue vendredi par les États-Unis et que Poutine reconnaît désormais que l'Ukraine a besoin d'une garantie de sécurité. Les États-Unis et leurs alliés européens travaillent sur une garantie similaire à l'article 5, où attaquer l'Ukraine équivaudrait à attaquer tous les pays du groupe. Ce n'est pas une garantie de sécurité de l'OTAN, mais c'est presque équivalent. Écoutons le commissaire européen expliquer cela. L'Ukraine doit pouvoir préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut y avoir aucune limitation pour les forces armées ukrainiennes, que ce soit en matière de coopération avec d'autres pays tiers ou d'assistance provenant d'autres pays tiers. Aucune limitation pour les forces armées ukrainiennes. Comme je l'ai souvent dit, l'Ukraine doit devenir un porc-épic d'acier, impossible à digérer pour d'éventuels envahisseurs. Nous saluons la volonté du président Trump de contribuer à des garanties de sécurité similaires à l'article 5 pour l'Ukraine. Et la coalition des volontaires, y compris l'Union européenne, est prête à faire ça. Lors de cette conférence de presse, l'Union européenne a clairement indiqué que personne ne devrait pouvoir décider du destin de l'Ukraine, à part l'Ukraine elle-même. Et bien sûr, l'Union européenne a également annoncé une nouvelle série de sanctions, en fait le 19e paquet. En plus de cela, ils ont promis qu'ils sont prêts à déployer des troupes issues de la coalition des volontaires, qui serviront de garantie de sécurité pour l'Ukraine une fois qu'un accord de paix sera conclu. Voici la déclaration complète des membres de la coalition, qui étaient en fait présents virtuellement à cette réunion entre le commissaire européen et le président Zelensky. Lors de la réunion en ligne d'aujourd'hui, la coalition des volontaires a réaffirmé sa volonté de déployer une force de réassurance après les hostilités, d'aider à sécuriser les cieux et les mers d'Ukraine et de régénérer ses forces armées. La déclaration précise que les membres de la coalition ont salué l'engagement du président Trump à garantir la sécurité de l'Ukraine, où la coalition des volontaires jouera un rôle clé via la force multinationale Ukraine et d'autres mesures. Maintenant, après cette réunion, je suppose que beaucoup de personnes qui y ont assisté prennent l'avion pour venir à la Maison-Blanche, car tôt demain matin, tout le monde rencontrera le président Trump. C'est juste pour vous montrer l'importance, ou je dirais l'urgence, qui règne en Europe et en Ukraine depuis quelques jours. Dès que le président Trump a rencontré Poutine, il a appelé le président Zelensky juste après, puis il a appelé tous les membres de l'OTAN. Peu après, tout le monde a eu un appel vidéo le lendemain. Aujourd'hui, la coalition des membres volontaires, qui réunit tout le monde, s'est réunie pour décider des sujets à aborder demain avec le président Trump. Ces 3 derniers jours, beaucoup de décisions ont été prises, et chacun comprend l'importance de cette période, surtout pour obtenir rapidement la paix. Des changements géopolitiques sont en cours, et ce n'est pas seulement le sort de l'Ukraine qui est en jeu. La question est de savoir si la grande Europe deviendra une force ou un pôle géopolitique indépendant. Les États-Unis et la Chine restent des leaders mondiaux, car la Russie veut restaurer l'union des républiques socialistes soviétiques et son leadership dans cette région. La Russie est l'ennemi direct et dangereux de l'Europe. Poutine agit de façon stratégique et ne renonce pas à ses objectifs. Sa base, c'est l'impérialisme. Il s'efforce de restaurer l'empire russe, et c'est pourquoi il veut détruire la souveraineté de l'Ukraine. Il doit donc être autoritaire, ce qui écrase la démocratie. Son objectif mondial est d'imposer la loi du plus fort, sapant le droit international, prouvant que la puissance prime sur les conventions et créant un monde où les grands pays avalent les petits sans sanction. Poutine poursuit son objectif par la force brutale, la propagande agressive et le chantage nucléaire.
Cela a permis à la Russie d'obtenir les résultats souhaités. L'une des principales faiblesses que je remarque en Europe est le manque de stratégie de l'information. De nombreux citoyens européens ne comprennent pas le soutien à l'Ukraine et la menace russe n'est pas pleinement expliquée. Le Kremlin investit aussi des millions dans des campagnes d'influence en Europe. En fait, les dirigeants européens en sont conscients et il semble que demain, ils en discuteront avec le président Trump, car juste après cette réunion, le président français Macron a fait cette déclaration où il a publiquement affirmé qu'il ne croit pas que Poutine veuille réellement la paix. Il veut la capitulation de l'Ukraine, et c'est quelque chose dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. Nous allons reparler de ce point dans un instant. Mais d'abord, écoutons la déclaration du président Macron. Je suis conscient de la même chose que tous mes partenaires européens et que le président ukrainien. Et nous voyons à quel point cette tâche est difficile. Et aujourd'hui, il est temps d'être lucide à ce sujet. Pensez-vous que le président Poutine veut la paix? La réponse est non. Si vous voulez une conviction intime, non. Pensez-vous que Trump veut la paix? Oui, je ne crois pas qu'il le veuille. Il souhaite simplement la capitulation de l'Ukraine. C'est ce qu'il propose. Donc, nous verrons bien. Demain, il y aura une discussion et cela va permettre au président Trump, selon ses propres souhaits, une réunion élargie où les Ukrainiens et les Européens pourront se rencontrer. C'est bien. Nous attendrons ce moment, mais je pense que si vous voulez vraiment la paix, les armes doivent se taire. Vous voyez, comme nous en avons parlé ce matin, toute cette demande concernant le Donbass que Poutine a, c'est juste une façon de rejeter la faute sur l'Ukraine. Poutine sait que l'Ukraine ne cédera pas un territoire que la Russie ne contrôle pas. Comme évoqué dans les dernières vidéos, l'Ukraine possède dans le Donbass une ceinture de forteresses. 5 ou 6 villes très fortifiées empêchent la Russie de percer cette ligne depuis le début de l'invasion. Maintenant, la Russie exige la reddition de l'Ukraine, car son armée a échoué. Mais l'Ukraine refuse. Vladimir Poutine va donc faire ce qu'il fait le mieux, diffuser de la propagande en Occident. Il va activer tous ses comptes bots pour dire que c'est l'Ukraine et Volodymyr Zelensky qui ne veulent pas la paix. Vladimir Poutine espère que les pays occidentaux cesseront de fournir des armes à l'Ukraine, pour que l'armée russe conquiert plus facilement de nouveaux territoires. C'est un sujet dont nous avons justement parlé avec le général Petraeus, qui était sur notre podcast il y a seulement 3 jours. Et voici ce qu'il avait à dire sur le Donbass et pourquoi cette région est si stratégique militairement. Pourquoi elle est si importante. Écoutons-le. Si vous pouviez changer la dynamique sur le champ de bataille, et c'est un grand si, mais en d'autres termes, si nous sommes capables de fournir beaucoup plus à l'Ukraine, pas seulement les États-Unis, mais aussi les pays européens et d'autres soutiens occidentaux, gardez à l'esprit qu'un certain nombre de nos autres partenaires dans le monde ne veulent pas non plus voir Poutine récompensé pour cette invasion flagrante, non provoquée et brutale d'un voisin dont il pense qu'il n'a pas le droit d'exister. Cela ne peut pas être autorisé à continuer à nouveau. Ainsi, l'aide fournie pour permettre à l'Ukraine d'arrêter net les Russes serait très, très importante et constituerait un véritable changement de dynamique dans une guerre où, encore une fois, la Russie a subi des pertes extraordinaires pour les gains marginaux qu'elle a obtenus. Gardez à l'esprit que ce que Poutine veut le plus, il a vraiment 3 objectifs. Le premier est en fait de remplacer le président Zelensky par une personnalité pro-russe. Le deuxième est de démilitariser l'Ukraine à la suite de tout type de cessez-le-feu. Et le troisième, c'est qu'il veut aussi plus de terres que ce que ses forces ont pu conquérir, en particulier dans la région dite du Donbass, la partie sud-est du pays, les provinces de Donetsk et de Luhansk, mais surtout dans ce qu'on appelle la ceinture fortifiée de Donetsk, que les Russes n'ont même pas encore vraiment approché. Mais il s'agit de 4 ou 5 grandes villes, des zones métropolitaines qui sont très très fortement défendues, avec d'importantes fortifications défensives dans les zones urbaines et aussi autour d'elles. Et ils ne peuvent pas abandonner cela. S'ils abandonnent cela, alors la voie est vraiment ouverte à bien des égards pour les Russes afin d'aller à Kharkiv, la deuxième plus grande ville, depuis l'intérieur de l'Ukraine, plutôt qu'en traversant la frontière depuis la Russie. C'est quelque chose que l'Ukraine a déjà fait auparavant. Et ils l'ont fait, je suppose, sur les conseils des États-Unis.
L'Ukraine a laissé la Crimée, Donetsk, Louhansk et la zone prise par la Russie, et le monde espérait que Poutine s'arrêterait. Mais l'histoire nous a maintes fois appris qu'avec les dictateurs, la politique d'apaisement ne fonctionne pas. La leçon de la Crimée. Pourquoi l'Ukraine ne peut céder le Donbass ? En 2014, un général ukrainien m'a confié que les États-Unis et l'OTAN avaient conseillé à l'Ukraine de ne pas défendre la Crimée. Il disait « Donnez à Poutine ce qu'il veut pour éviter une guerre plus vaste et coûteuse ». Les Ukrainiens y ont renoncé, espérant que les ambitions de Poutine seraient les comblées. Cela n'a fait qu'aiguiser son appétit. Nous savons tous comment cela s'est terminé. En 2022, le Kremlin a fait de la Crimée le point de départ d'une attaque massive contre le sud de l'Ukraine. En quelques jours, le Kremlin avait pris Kherson, la majeure partie de Zaporijia et encerclé Mariupol. C'était de loin le plus grand succès russe de toute la guerre. Si l'Ukraine abandonne le reste du Donetsk, en particulier la ceinture de forteresses, les Russes auraient de bien meilleures chances de réussir une nouvelle invasion. Ces villes extrêmement défendables, presque imprenables, protègent les accès à Kharkiv et Dnipro. Les Russes se sont révélés totalement incapables de capturer des villes, sauf à un coût énorme et insoutenable. C'est pourquoi ils n'ont toujours pas avancé dans Prokros ou dans cette ville. Après une année passée à camper aux portes de la ville, Kramatorsk et Slovensk seraient des obstacles encore plus redoutables. Trump semble penser que Poutine se satisferait d'un cessez-le-feu près des lignes de front actuelles. Les Ukrainiens le savent bien, et Zelensky comprend qu'abandonner les lignes défensives les plus fortifiées de son pays serait un suicide pour le jour où la Russie tentera inévitablement d'envahir à nouveau. Donc, j'espère qu'avec tout ce contexte, vous savez ce qui va se passer demain. Surtout en ce qui concerne la question du Donbass. Les États-Unis pourraient essayer de pousser l'Ukraine à abandonner ce territoire. Mais en réalité, je ne pense pas que l'Ukraine l'abandonnera un jour. Enfin, je veux rapidement vous montrer comment les médias russes, la télévision du Kremlin et les journaux du Kremlin couvrent le déroulement du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Écoutons. À en juger par ce que disent les journaux russes sur leur site web, Moscou perçoit le sommet de l'Alaska comme une victoire pour le Kremlin, estimant que le président Trump s'est rapproché de la position du Kremlin sur la guerre en Ukraine. Moskovski succède à Moditz. Peu de temps après s'être séparé de Vladimir Poutine, Donald Trump a déclaré qu'il avait été déterminé par tous que la meilleure façon de mettre fin à l'horrible guerre entre la Russie et l'Ukraine était d'aller directement vers un accord de paix qui mettrait fin à la guerre et non vers un simple accord de cessez-le-feu qui souvent ne tient pas. Trump en est arrivé à cette conclusion après avoir parlé au président russe. Et c'est une victoire tactique évidente pour la diplomatie russe. Selon certains rapports, la Russie exige que l'Ukraine se retire des parties du Donbass qui sont encore sous contrôle ukrainien. Et s'il n'y a pas d'accord de paix, je soupçonne que les dirigeants russes ne seront pas trop contrariés. Poutine a misé et continue de miser sur l'armée russe, sur sa capacité à acculer l'armée ukrainienne et ce faisant, a forcé Kiev à adopter une position de négociation légèrement différente.